De 3 heures à peu près de table ronde. En tout cas, bon, nous saluons la présence de Fouzi Amissi, de Daniel Orez, de Juste Gélaton, et puis notre ami là, qui est plutôt le sceptique de service. Ah, mais c'est intéressant, moi j'aime bien les sceptiques. C'est un sceptique qui parle d'astrologie. Et puis évidemment, Stanislas Marquis. Orez va engager la première table ronde concernant la notion de couple. Mais on va l'étudier pas uniquement au niveau du couple masculin-féminin, mais au niveau de la notion de couple, au niveau des notions astrologiques. Couple de planètes, couple de signes, polarité. On va faire un peu l'inventaire de toutes les polarités et donc toutes les frontières et tous les axes qui articulent le savoir astrologique. Voilà, alors Dominique Orez-Tard, le docteur Dominique Orez-Tard a été chargé de faire un rapport préparatoire qui va balayer un petit peu toutes ces problématiques que nous allons reprendre tous ensemble ensuite. D'accord. Bon, alors donc il y avait des couples astronomiques, c'est-à-dire enfin, le couple entre planète rapide et planète lente, donc qu'on peut rapprocher qu'est-ce que c'est que ce bruit, hein? Et planètes extérieures. Bon, on avait aussi parlé de l'opposition selon des critères saisonniers, mais ça, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, surtout qu'en plus les saisons, ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve au niveau du globe, parce que si on est là où on est, effectivement, il y a... D'accord, alors ensuite, bon, entre les planètes du septénaire et les planètes transsaturniennes, c'est-à-dire entre les visibles et les invisibles, et les oppositions... on peut dire qu'ils sont sur un axe sexuel, quoi, en fait. C'est-à-dire, je veux dire par là, l'opposition bélier-balance, l'opposition aussi taureau-scorpion. Bon, par contre, dans le Gémeaux-Sagittaire, il n'y a pas d'opposition sexuelle, enfin, donc ça ne correspond pas à un couple sexué, ça correspond éventuellement au maître et à son élève. Et sinon, il y a aussi au niveau cancer, Capricorne, on est sur l'axe des images parentales. En fait. Voilà. Sinon, les autres, en fait, par exemple, Vierge, Poisson, on est encore dans... c'est l'axe du sacré. Voilà. On est encore dans Mercure, Jupiter ou Mercure, Neptune. Voilà, alors sinon après, il y a l'opposition, enfin, la dialectique plutôt Soleil-Lune, avec le père, la mère, mais aussi la conscience et l'intuition, puisque le Soleil correspond pas mal à la conscience et la Lune à la réceptivité, à l'intuition. Et après, il y a les oppositions par les axes. Et donc, ces axes qui vont séparer deux groupes. Et il y a des axes, en fait, on peut remarquer qu'il y a des axes fixes et des axes variables. Bon, les axes fixes, il y a l'axe, par exemple, l'équinoxe, le solstice. Et les axes variables, c'est-à-dire les axes dans un thème qui sont variables, c'est-à-dire l'axe des nœuds et l'axe des maisons. Très bien. Mais je vais juste revenir sur un point. Je peux, Jacques, ou je la laisse Oui, non, ça y est, c'est bon. Allez-y, de toute façon. Non, mais c'est intéressant, parce qu'elle a survolé comme ça des formes de dialectique, mais il faut, encore faut-il essayer de les appliquer ou d'essayer d'expliquer leur intérêt, si vous voulez. Alors, vous avez un tableau, si vous voulez. Hein. Oui, j'ai apporté des feutres. Je vais peut-être faire un petit dessin tout à l'heure, voilà. Justement. Mais c'est intéressant, ces polarités de couple planétaire, planète... moi, j'ai toujours expliqué que les planètes septénaires, c'est-à-dire les principales, concernent le quotidien. J'ai toujours expliqué qu'on ne les adapte qu'au quotidien, c'est-à-dire qu'on les voit dans les rapports affectifs, amoureux, professionnels, etc. Tandis que les planètes transsaturniennes interviennent globalement sur des conditionnements sociologiques, sur des clans, sur des partis, sur des collectivités, sur des sociétés données. Donc vous avez abordé ces différentes polarités, combinaisons. Vous avez parlé des axes sexuels, par exemple, mais là, ça aurait été intéressant d'aller plus loin.
Lorsque vous avez dit l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est plus le maître à l'élève, c'est oui, effectivement dans la conception de Mercure-Jupiter, Jupiter en corrélation avec la maison 9, les études supérieures et les études inférieures, entre guillemets. Donc là, effectivement, on peut faire comme ça des rapprochements, mais il faut aller encore plus loin dans cette présentation, qui est très intéressante, mais pas assez poussée. Donc je reviens sur ces axes sexuels, parce que je vois qu'il y a un thème ici, la prise en compte des questions de couple et des planètes. Bon. Donc cet axe bélier balance, donc il faut bien évidemment on peut le rapprocher à la maison 1 et la maison 7. De toute façon, chaque fois qu'on confond deux signes, on confond les deux maisons, c'est-à-dire on va les rapprocher. Mais l'axe principal de la sexualité, on le sait très bien, c'est là où l'étude de vos saisons, vous aurez pu les pousser plus loin en expliquant qu'au moment du printemps, il se passe quelque chose dans la nature, et au moment de l'automne, il y a le dépérissement d'une certaine nature. Donc c'est là qu'on pourrait parler d'axe sexuel. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est vous avez abordé un thème, axe taureau-scorpion, étant donné dans l'astrologie le premier axe de la sexualité. Et il faut l'expliquer pourquoi. On ne peut pas avancer quelque chose sans l'expliquer. Et ça, on peut le rapprocher par rapport à l'étude des saisons. Si la première force de l'équinoxe de printemps considère la naissance, le bourgeonnement comme ça de la nature, etc., on sait qu'avec la période du taureau, il y a quelque chose qui se fixe dans la Terre. Et c'est probablement ce rapprochement avec la Terre, probablement ce rapprochement tactile, qui va exprimer les premiers émois vénusiens de l'adolescence. Donc voilà, en fait c'est à vous de terminer, moi je donne mon point de vue, mais ça aurait été bien que vous puissiez aller un petit peu plus loin et comment vous le ressentez. Qu'est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que ça vous dit lorsque vous parlez de ces polarités de couple. C'est ça qui m'intéresse, ça c'est mon point de vue que je viens d'avancer. Allô? Alors comment vous les avez articulés, comment vous les voyez par des exemples par exemple, voilà. Comment vous pouvez donner des paradigmes sur ce que vous venez d'avancer. C'est-à-dire des exemples dans le quotidien. Quotidien, comment vous percevez, et qu'est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que ça vous dit? Moi, ce que ça me dit, par exemple, le taureau dans la terre, bon, c'est vrai que ça a quand même ça parle quand même de germination, en fait, de quelque chose qui est plutôt à l'intérieur. Et c'est la graine qui est semée. Oui, voilà, la graine à l'intérieur. Et ça correspond aussi à quelque chose qui est ancré comme une mémoire ancestrale, par exemple. Quelque chose qui prend ses racines, finalement, dans la terre. Quoi. Oui, le taureau, dans sa symbolique primitive, effectivement, on peut donner cette allusion. Et qui après va s'exprimer en face au niveau du scorpion, effectivement, comme on verrait une plante qui sortirait de la terre. Quoi. Alors, je vais peut-être probablement développer ce que vous dites, dans le sens, je peux faire un petit... Vous avez des marqueurs J'en ai trouvé un là, d'accord. Non mais il faut mieux ça. Alors, c'est un schéma simplifié, c'est juste pour continuer le débat sur cette théorie du zodiaque, sur laquelle on peut revenir, et quelle est ma conception de la chose sur ces axes de maison ou ces axes de signes, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le raisonnement. Donc ma première notion sur le symbole du bélier, création de toute chose, l'instinct qui va permettre un petit peu un élan vital, un élan physique, je dirais vitalité physique, tout ce qui est en rapport avec l'énergie, la circulation du sang. Tout ça, je vais essayer de faire un rapprochement sur le zodiaque et le sexe. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, tout émoi amoureux, physique, sensuel, commence par une circulation du sang. Vous voyez, un métabolisme qui se met à chauffer, ce qu'on appelle un élan affectif, un élan amoureux, ou le désir pour quelqu'un. Alors, le second signe on pourrait aussi travailler sur l'opposition, parce que lorsqu'il y a un désir, lorsqu'il y a
une ébullition sanguine, il faudrait que ce soit par rapport à quelqu'un. C'est par rapport à une tierce personne. C'est pour ça qu'on a opposé le bélier à la balance. La balance étant le symbole de la 7e maison, la maison de l'autre, d'où le symbolisme des deux plateaux de la balance. Hein? C'est-à-dire que l'un désire, l'un ressent, l'autre perçoit, l'autre reçoit cet élan. Alors, avec le signe du taureau, on a un effet vénusien, c'est-à-dire qu'on est dans le 2e signe du zodiaque. Ce qui était uniquement élan, une vitalité, une forme d'énergie pour l'autre, en opposition à la maison 7, en opposition au signe de la balance, nous avons ici quelque chose qui se fixe. C'est pour cette raison qu'on dit que le taureau, c'est la durée des sentiments. C'est pour ça qu'on dit que le taureau, c'est la possession. Donc, mon idée est la suivante, c'est qu'il y a une progression métabolique, dans le métabolisme, qui commence effectivement par le mouvement sanguin, l'expression de la peau, le sens, l'aspect vénusien, c'est-à-dire il y a une attirance physique pour quelqu'un, opposition au signe du scorpion. Et donc tout désir est secret. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui nous plaît, on ne va pas lui dire « excusez-moi, j'ai envie d'avoir une relation sexuelle avec vous ». Ça peut arriver, mais à vos risques et périls. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du stade vénusien du taureau, c'est l'expression de quelque chose qui s'accroche par opposition au signe du scorpion, c'est-à-dire l'expression du secret sexuel qui est évoqué. Est-ce que tout le monde le suit? Non, mais le problème, c'est un problème de timing. J'ai l'impression que vous commencez à terminer à 18h. Non, mais moi, je vous fais juste on a quand même une table ronde à faire. Si on n'a pas beaucoup de temps, il faut rentrer. Il y a des choses fondamentales à dire. Là, c'est quand même spécifique. Et là, de toute façon, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. D'ailleurs, on le sait. Non, ça, c'est pour reprendre les polarités. Non, mais on le sait. Ce sont des choses qui sont hyper connues. La problématique bélier-taureau, elle est hyper connue. Là, non, ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Non, elle est hyper connue. Pour vous, parce que vous avez lu des bouquins. Et non, mais je veux dire qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants à débattre dans ce colloque. Alors, il faut vous mettre d'accord si c'est pas ça. Non, mais justement, c'est un problème de timing. La question est de savoir combien on a de temps. Voilà. Si on a 3 heures, on peut se permettre de faire ça. Si on a une demi-heure, on ne peut pas se le permettre. Voilà. Pourquoi vous dites qu'on peut aller au tableau? Non, mais justement, je ne savais pas ce que vous alliez dire, mon vieux. Oui, bon. Après, alors, facile. Bon, alors, là, je vous donne un argument. Non, mais on n'a pas beaucoup de temps. Madame, vous avez combien de temps, vous? Non, mais il faut. Le temps, c'est fondamental. Moi, je pars vers 6h30 matin. Bon, alors, donc, si on n'a pas beaucoup de temps, il faut savoir gérer le temps. D'accord? Bon, alors, vous nous dites que vous venez de nous apprendre que dans une demi-heure, vous devez faire une consultation. Alors, vous faites un effet style. Non, mais alors, si on n'a pas beaucoup de temps, on gère. Je vais vous en faire un. Vous voyez, combien de temps vous avez? Je vais vous enchaîner. Là, c'est un principe qui reprend. Vous ne pouvez pas avoir raison sur moi lorsque je défends quelque chose que je maîtrise parfaitement, Jacques. Oui. Et vous n'avez pas le monopole de la répartie, parce que vous savez très bien que moi, en ayant Mercure en bélier, vous ne pouvez pas avoir raison sur moi. Bon, alors, à partir de ça, votre énergie mentale, vous la gardez pour vous. Moi, j'ai enchaîné sur un argument très bien présenté de madame, et j'ai essayé d'apporter ma couleur en expliquant l'axe des polarités. Bon, vous avez dit, nous allons parler des planètes et des polarités des couples. Ben justement, de quoi on parle là? Qu'est-ce que j'ai abordé, Jacques? Alors, je vais vous dire pourquoi ça alors, voilà. Bon. Alors, on ne parle pas des polarités de couple. Non, mais vous ne connaissez pas bien le dossier, monsieur. Quel dossier? Le dossier de la dépolarité, justement. Bon, on essaie de l'aborder. Non, mais vous ne le connaissez pas. Bon, ça, c'est le b.a.-ba de première année d'astrologie. On est dans un colloque. Oui. On n'est pas là pour raconter des trucs de première année. Bon, alors effectivement, il y a une question. C'est comme si vous racontiez des trucs dans un séminaire de physique nucléaire. Vous nous racontiez ce qu'on apprend en première année de physique. On est là pour aborder des points beaucoup plus fondamentaux. Vous savez comment la théorie de la relativité a été trouvée? Ça, vous ne le savez pas. On n'est pas là. Par un hasard. Donc, si vous, c'est par des choses très simples. Bon, mais j'ai pas dit que c'était pas très simple. La question n'est pas de savoir si c'est simple. La question, c'est de ne pas rabâcher des trucs que tout le monde connaît par cœur. Ce n'est pas rabâcher, c'est une vision. On parle de. Bon, vous êtes enregistré aussi, entre parenthèses. Alors, il faut mieux faire attention à ce que vous dites. Enregistré les débordements. Non, mais d'accord. Injustifiés. Alors, n'aggravez pas votre cas. Mais non, c'est vous qui l'aggravez. Donc, maintenant, je vous montre des débordements. J'ai le droit de faire la critique de ce que vous êtes en train de dire, oui ou non? Oui, et j'ai le droit de... Si vous croyez que vous êtes inattaquable, vous vous trompez beaucoup, parce que dans une seconde, vous aurez le bec dans l'eau. Non, mais parce que je suis renchéri sur ce que vous dites. D'accord, oui. Donc ça, après, c'est à Vidal. D'accord. Non, mais d'accord, écoutez, moi, bon. Autrement, moi, je vous dis, vous faites pas avoir un esprit de synthèse, vous ne l'avez pas toujours. Écoutez, vous ridiculisez, mon vieux, alors allez faire vos... Bon, écoutez, alors là, vous êtes mal parti. Vous perdez le moyen intellectuel. Bon, c'est tout.
Ne jamais perdre ses moyens intellectuels. Non, ça. compte- Vous êtes là. Oh non, mais alors là, écoutez... Non, mais parce que j'y Non, mais ça va, c'est terminé, là, ok. Alors, Terminé. alors, On a on fermé. y va, allez, Enchaînez. on y va. Enchaînez. Autrement, vous allez à côté. Hein. Non, mais enchaînez. Bon. Alors enchaînez, puisque vous avez quelque chose de plus intéressant à dire. Moi, je crois qu'on va reprendre le problème complètement parce que je suis désolé de vous dire, Madame Morès, vous avez présenté les choses d'une façon merdique. Bon, alors on va recommencer complètement le débat. Et quand on commence mal, évidemment, après, on continue mal. Vous avez vu ce que ça a donné. Vous posez le débat à un niveau qui n'est pas le bon, et à ce moment-là, évidemment, tout dégénère. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Bon. Alors, c'est pas comme ça qu'on dirige une réunion et un colloque. Hein. Bon, alors on reprend les choses. Hein. Bon. Donc je refais le débat sur la question des axes, parce que si vous avez clairement défini les choses, M. Amici n'aurait pas commencé son truc, parce qu'il aurait compris que ce n'était pas de ça qu'on parlait. On ne parlait pas à ce niveau du tout. On parlait d'abord de la question, déjà, alors on recommence, hein, on reprend. Hein, bon, moi je fais des expériences, je laisse des gens à faire quelque chose, mais enfin on voit ce que ça vaut. Bon, alors maintenant on reprend les choses. On reprend les choses. Hein, pourtant on avait préparé les choses correctement, mais apparemment, bon, ça passe pas. Alors on reprend. Hein. Le colloque que nous organisons ici a pour objet de revisiter un certain nombre de questions, déjà. Bon, on n'est pas là pour... bon. Alors, les questions qu'on va revisiter, c'est les questions justement de polarité, et notamment, alors je ne sais pas, notamment la question de groupes de planètes, ou de groupes de signes. C'est-à-dire qu'effectivement, je donne tout l'exemple de Roméo et Juliette. Roméo appartient au clan A, Juliette appartient au clan B. Bon, donc c'est pas simplement un facteur contre un autre facteur, c'est un facteur appartenant à un groupe A par rapport à un facteur appartenant au groupe B. Donc on n'est pas à étudier bélier-taureau, on est en train d'étudier certains groupes de signes qui appartiennent à un groupe X ou à un groupe Y. C'est ça la méthodologie que j'avais proposée, mais apparemment ça n'a pas été mis en avant, je suis désolé de vous le dire. On a dit, on a proposé une nouvelle méthodologie qui consiste à resituer toujours un facteur dans un ensemble. Par exemple, une maison appartient à un groupe de maisons, un signe appartient à un groupe de signes, une planète appartient à un groupe de planètes. Et après, on se demande, bon déjà il faut d'abord savoir si les groupes sont bien définis, si les axes qui permettent de séparer les groupes sont pertinents, parce que justement, il ne faudrait pas partir par le valeur, il y a déjà des axes qui ne sont pas pertinents. Il ne faut pas commencer par la fin en partant de facteurs qui sont en réalité pas très pertinents. Par exemple, bon, le bélier et le taureau, par exemple, voilà un exemple type d'opposition non pertinente. Pourquoi elle n'est pas pertinente? D'abord, ce sont deux signes de printemps. D'abord, ce sont deux signes du même groupe. Alors, effectivement, il y a ici genre une de ces anomalies qu'on voulait signaler, c'est l'anomalie qui consiste à mettre en rapport et en opposition des signes qui ne sont pas opposés, en fait, qui appartiennent au même groupe, alors qu'il faudrait d'abord commencer par opposer des signes qui sont de groupe. Alors, effectivement, il y a une anomalie que vous nous faites ressortir, monsieur Amici, qui est que, effectivement, pour des raisons qu'on pourra d'ailleurs expliquer tout à l'heure, on a le bélier, on a Mars qui domine, Mars et Vénus qui à la fois dominent le début du printemps et le début de l'automne. Alors, c'est déjà un problème très grave. Donc on a Vénus, Mars, Vénus, Balance, Mars, Scorpion, début de l'automne. Mars, Bélier, Vénus, Taureau, début du printemps. En inversion. Bon, alors donc, il y a quelque chose déjà là qui ne va pas très bien, et justement, l'objectif c'était d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'explique par là? Madame Morès tout à l'heure a dit, il y a les planètes intérieures et les planètes extérieures. Bon, alors, les planètes intérieures, vous n'avez même pas d'ailleurs donné leur nom. Alors, les planètes intérieures, au sens traditionnel, c'est Soleil, Lune, Mercure, Vénus. Et les planètes extérieures, dans la tradition, c'est Mars, Jupiter, Saturne. Bon. Alors, entre les deux, il y a un axe, en quelque sorte, qui les sépare, c'est la Terre, c'est le Soleil. Alors, effectivement, ça crée deux catégories, deux familles de planètes, hein, qui vont, effectivement, pouvoir s'opposer de groupe à groupe. Effectivement, par exemple, Mars et Vénus, effectivement, s'opposent parce que Vénus appartient au groupe X et Mars appartient au groupe Y. Hein? Le groupe X, ici, c'est la planète intérieure, le groupe Y, les planètes extérieures. Et à ce moment-là, effectivement, on a une dynamique intéressante. Le problème, monsieur Amici, monsieur et les autres, c'est que par un concours de circonstances étonnant, il se trouve que par la théorie des domiciles qui justement, là, ici, fait problème, il se trouve que Mars et Vénus se retrouvent, alors que ce sont des planètes de catégories différentes, au sein d'une même catégorie qui est la catégorie printemps, et au sein d'une même catégorie qui est la catégorie automne.
Donc c'est là que on voulait en arriver, c'est-à-dire il faut être structurant. On a d'un côté on a des catégories de saison qui sont pertinentes, il y a des catégories de dispositions dans le ciel qui sont pertinentes, il faut que tout ça s'ajuste. S'il y a des trucs qui ne collent pas entre eux, qu'il y a des trucs en porte-à-faux, il y a un problème. Et là, nous avons exactement le type de problème qui se pose, c'est-à-dire que nous avons des polarités saisonnières qui sont le printemps et l'automne, mais qui correspondent d'abord aux mêmes planètes, en l'occurrence dans les deux cas Mars-Vénus, et qui sont en plus des planètes qui ne devraient pas être ensemble. Non, mais alors, donc, voyez-vous que, monsieur, bon, donc on n'est plus en train de faire le ronronnement concernant les petits cours d'astrologie de première année. On a des problèmes beaucoup plus graves à aborder. Alors maintenant, le niveau colloque, c'est le niveau colloque. Maintenant, on n'est pas en première année d'astrologie. Donc, vous respectez les règles que vous nous avez posées. Maintenant, vous répondez quoi? Bon, alors, justement, il ne faut pas être réductif. Alors, je vous rappelle un seul point. Alors vous dites que ça pose problème, je vous rappelle un seul point, c'est que l'astronomie est une science qui existe et incontestable. Et donc si vous occultez ces paramètres qui semblent apparemment vous échapper, on vient de parler d'astronomie. On vient de parler d'astronomie. Justement, alors je continue cet argument, je vous dis que ça pose un problème. Ça ne pose pas un problème, c'est l'observation du ciel. Qu'est-ce que l'observation du ciel? C'est l'observation du ciel. Lorsque vous prenez le disque solaire des planètes, c'est ainsi. Il y a... Vous dites que c'est un problème, ce n'est pas un problème de vous parlez là. Vous parlez de quoi vous parlez? Laissez-moi terminer. De quoi vous parlez? Vous me laissez terminer. Non, mais de quoi vous parlez? Dites que ça pose un problème. Mais qu'est-ce qui pose un problème? Qu'est-ce qui pose un problème? C'est pas du tout ça qui pose un problème. Vous dites que le fait que se trouve deux éléments qui se retrouvent au printemps et à l'automne, Vénus et Mars en l'occurrence, ils se retrouvent également... C'est pas de l'astronomie, ça, c'est de l'astrologie, c'est la théorie des domiciles. Oui. C'est pas de l'astronomie. Oui, mais vous appelez le mot astronomie pour parler de la théorie des domiciles, vous plaisantez. Bon, alors, vous faites une confusion, Jacques, sur un point. Et puis ne prenez pas cet air condescendant qui va vraiment complètement à côté de la plaque, mon vieux. C'est pas un air bon, alors écoutez, ça va. C'est vous parlez de groupe et vous occultez... Oui. Alors allez, on vous écoute, mon vieux. De quel groupe? Quel est le problème exactement? Vous en avez fait un problème. Moi, je vous rappelle. Alors, oui, pourquoi il n'y a pas de problème? Pour la simple raison que c'est astronomique. Qu'est-ce qui est astronomique? L'ordre que vous venez de suggérer, Soleil, Lune, Vénus, vous l'avez dit vous-même. Mercure, Vénus. Mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais écoutez, docteur, intervenez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais intervenez, dites-moi. Vous pouvez parler un peu moins. D'accord, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il n'a rien compris à ce que d'accord, mais qu'est-ce qu'il a compris là? Mais dites-lui qu'il n'a rien compris. Qu'est-ce que c'est? Mais de quoi vous parlez là? Mais vous êtes complètement... Mais de quoi vous parlez? Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que... Mais on ne vous reconnaît plus, mon vieux, mais vous êtes complètement... Vous ne comprenez plus rien. Vous n'écoutez même pas ce qu'on a dit. Non, mais c'est désespérant. Mais de quoi vous parlez là? Mais de quoi vous parlez? Vous attaquez à côté de la plaque, mais de quoi vous parlez? Et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Alors je recommence. Bon, écoutez, alors, encore du temps, ça devient presque comique, vous vous rendez compte. Bon, alors maintenant, donc le problème... Je trouve ça très drôle. Hein. Le problème, donc on a un certain nombre, on va définir un certain nombre de catégories qui s'opposent. Bon, on a des axes quels sont les axes de symétrie? Voilà, un des problèmes très intéressants, c'est les axes de symétrie qui ont été choisis. On nous parle toujours de l'axe de symétrie des domiciles des planètes. Bon. L'axe de symétrie des domiciles des planètes, où il passe entre le Cancer et le Lion. Or, le Cancer et le Lion, il n'y a rien qui passe entre le Cancer et le Lion sur le plan astronomique ou sur le plan cosmologique ou cosmographique. Donc, on a toute une théorie des domiciles des planètes qui, au lieu de s'articuler sur l'axe solsticial, c'est-à-dire Gémeaux-Cancer, s'articule sur un axe complètement fictif, qui est l'axe qui passerait, soi-disant, entre le Cancer et le Lion, et à partir duquel on répartirait les doubles domiciles. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a une incohérence, évidente. Et cette incohérence, monsieur Amici, elle aboutit à quoi? Elle aboutit à ce que Mars, au lieu que Mars, qui est une planète du groupe 1, soit dans le groupe 1, bascule dans le groupe 2. Et au lieu que Vénus, qui a parlé du groupe 2, soit dans le groupe 2, elle bascule dans le groupe 1. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'axe de symétrie est décalé d'un cran, évidemment, tout le système devient bancal. Bon, alors, voilà. Donc, voilà un certain nombre de problèmes. Donc, voilà, j'énumère faux axes de symétrie qui ne correspondent pas à des réalités solsticiales et équinoxiales et qui ne correspondent pas non plus à une division des planètes en groupes qui soient astronomiquement différents, c'est-à-dire planète intérieure, planète extérieure, qui ne correspondent pas non plus à une logique des saisons. Certaines saisons correspondent à certaines planètes et d'autres saisons correspondent à d'autres planètes. Là, je dois avouer, là, ok. Là, bon. Alors, donc, finalement, il y a...
voilà, on fait apparaître un désordre structurel, et c'est ça que le but de nos réunions, comme vous le savez très bien, nous avons un désordre structurel. Il suffit d'avoir un tout petit exigence au niveau du couple, de la loyauté et de la polarité, pour s'en apercevoir de façon manifeste. Le problème, effectivement, c'est que dans le cas de Mars et Vénus, effectivement, on a d'abord, ce qui est vraiment tout à fait fâcheux, il y a quand même, je vais revenir sur une notion extrêmement simple, c'est celle des saisons. Il y a d'un côté, il y a un axe équinoxial qui est fondamental. L'axe équinoxial est fondamental, il est d'ailleurs aussi fondamental que l'axe horizon ascendant-descendant, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, ça coupe l'année en deux grandes parties, ça rappelle l'épisode Proserpine-Pluton, 6 mois, 6 mois. Donc il y a les saisons de printemps et d'été, et il y a les saisons d'automne et d'hiver. Bon. Il se trouve qu'apparemment, l'astrologie a voulu se constituer en disant les planètes qui sont rapides seront des planètes qui correspondront au printemps et l'été, les planètes qui seront plus lentes correspondront à l'automne et l'hiver. Ce sont les règles du jeu qui ont existé, qu'on peut reconstituer. Il se trouve qu'à partir du moment où on a malheureusement faussé l'acte de symétrie, eh bien, on se trouve avec Mars qui, au lieu de rester dans le champ hiver-automne, va déborder comme étant dernier vers le printemps. Au lieu d'avoir Vénus qui va rester dans le champ printemps-été, va déborder vers l'autre groupe qui est la Balance, qui est un signe d'automne, etc. Donc voilà, il y a tout un sens. C'est en fait l'opposition que vous faites, monsieur Amici. Là où vous voyez-vous, c'est que tout est décalé. C'est qu'en fin de compte, c'est comme si on avait introduit un axe. Qu'est-ce que c'est que ce stylo d'ailleurs? On avait dit qu'il ne fallait pas utiliser ce stylo. On avait introduit un axe qui, en fin de compte, passerait ici. C'est-à-dire, c'est assez amusant. Il n'y a pas d'axe. Or, l'axe Mars-Vénus, ce sont deux planètes qui appartiennent à deux mondes différents. On a le droit de les mettre en couple. Mais on n'a certainement pas le droit de les considérer comme toutes les deux des planètes de la même saison. Il faut qu'elles soient des saisons différentes. Et même non seulement des saisons différentes, mais même qu'ils soient des deux côtés de l'équinoxe. Il faut que les planètes qui sont en couple soient séparées par un axe équinoxial ou un axe solsticial. Alors parfait, là c'est très bien ce que vous avez dit, Jacques. Ça je le reconnais. Vous avez abordé une vraie problématique. Je vous rappelle juste que c'est pour cette raison que dans la deuxième partie du zodiaque, que la Balance, on lui a trouvé un deuxième maître planétaire, Saturne, et que pour le Scorpion, ça a été Pluton. Ça c'est juste une petite observation pour vous dire que ce n'est pas incompatible ce que vous dénoncez dans les polarités, c'est très vrai, c'est une remarque très pertinente. Mais je vous signale qu'il y a une raison à cela, dans la pratique. Ah bon? Alors voilà, donc vous êtes en train d'essayer de comprendre et de justifier, au lieu de remettre en question les incohérences, vous essayez de les justifier. Voilà. C'est une démarche que vous avez, ce qu'on appelle une démarche apologétique. Le milieu astrologique se sépare entre deux catégories de gens, ceux qui justifient le système existant, la pratique existante, et ceux qui la remettent en question au nom d'un certain nombre de critères de cohérence qu'ils ne retrouvent pas. Bon, alors donc c'est-à-dire dans les colloques, il y a toujours cette espèce d'affrontement entre ces deux démarches mentales, effectivement. Bon, maintenant vous venez d'aborder la question des exaltations, monsieur Amici. Vous nous dites qu'effectivement Saturne est en balance. Effectivement, Saturne a toutes les raisons d'être en balance en exaltation, puisque la balance est un signe d'automne, et que l'automne et l'hiver font bon ménage, si vous voulez, puisqu'elles sont du même côté de l'équinoxe. Bon, en revanche, qu'est-ce qui se passe avec Jupiter en Cancer? Là, il y a une nouvelle anomalie, puisque Jupiter est une planète qui appartient au groupe Mars-Jupiter-Saturne, qui est un groupe qui correspond aux saisons automne-hiver, et qu'est-ce qu'il vient foutre au milieu de l'été? Voilà, donc là il y a encore une autre question qui se pose, donc on n'en est pas sorti. Et de la même façon, Vénus, qui est une planète du printemps et de l'été, qu'est-ce qu'elle vient foutre en Poisson, signe d'hiver? Là aussi il y a une anomalie. Bon, alors la question qui se pose, monsieur Amici, que je pose à tout le monde, c'est, que j'ai posé l'autre jour avec Lydia Consolo à Aix-en-Provence, c'est jusqu'à quel point, moi vous savez, il y a 40 ans, je fête actuellement, il y a 40 ans, ou 39 ans exactement, que j'ai réfléchi de façon critique sur le système des domiciles d'exaltation. Ça ne date pas d'hier, ça date de l'automne 69. À partir du moment où la théorie des exaltations et domiciles pose problème, le vrai problème c'est que la pratique, soi-disant, qui est censée valider ce système, est contestable. Ça veut dire quoi? Que la pratique ne peut pas, la pratique prétend abusivement valider un certain nombre de choses en astrologie. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, on ne peut plus s'appuyer sur la pratique pour une raison très simple, c'est que la pratique est tellement complexe, il y a tellement de facteurs qui interfèrent, qu'en aucune façon, une pratique ne va justifier
vous savez que monsieur Marquis est bien placé pour ça, parce qu'on a rencontré un certain nombre d'astrologues, on leur posait des questions sur un certain nombre d'incompatibilités ou d'incohérences ou de bizarreries, et on a vu comment les astrologues répondaient avec plus ou moins de bonheur à ces questions-là. Bon, ils ont toujours des explications, comme par exemple, effectivement, pourquoi, bon, par exemple, le cancer signe d'été. Pourquoi est-il attribué on dit qu'il aime bien rester chez lui, par exemple. Bon, ça ne tient pas tellement debout. Le fait d'être en été, on est plutôt en dehors. Enfin, il faut être logique un peu avec ça. C'est plutôt, si on doit rester chez soi, c'est plutôt en hiver qu'en été. Bon, alors les gens vous répondront n'importe quoi. Donc, on veut dire qu'on est un véritable chantier. On est dans un plein de chantier. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que finalement, rien ne tient debout. On avait l'air comme ça quand on filme. C'est comme la crise économique. Voilà. En fin de compte, à une échelle beaucoup plus faible, n'est-ce pas, on s'aperçoit aujourd'hui que tout le système astrologique, le comportement des astrologues de base, comme les comportements des financiers, des traders, tout le système s'écroule. Il est temps de faire un nouvel ordre en astrologie. Je sais que ce qui se passe en astrologie n'a peut-être pas la même gravité qu'au niveau économique ou bancaire, mais nous avons exactement le même problème, la même mise en accusation d'un certain nombre de personnes qui sont les astrologues finalement de base, qui font un certain travail, qui disent qu'ils s'en sortent très bien, qu'il n'y a pas de problème, et qui en réalité finissent par perpétuer des systèmes qui ne tiennent pas debout. Voilà. Donc on a le même problème dans notre milieu astrologique, et c'est normal, parce que tout est lié en astrologie. Hein. La confusion, la crise des comportements, des crises structurelles, elle existe aussi bien dans le monde de l'astrologie que dans le monde de la finance, qui d'ailleurs n'est pas si loin que cela. Donc là, nous sommes en train de vivre une crise que nous vivons dans d'autres domaines, c'est tout. Donc moi, je suis quelqu'un qui effectivement m'occupe de trouver des solutions à cette crise et de la mettre en évidence. Cette crise, elle est bénéfique. Pourquoi elle est bénéfique? Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser les praticiens faire la loi en disant qu'il n'y a pas besoin de réfléchir sur la théorie, parce que de toute façon, moi j'ai des explications. Personne n'a dit ça, enfin, donc vous ne l'avez pas dit, mais disons que quelque part, ils veulent faire la loi en disant j'ai très bien compris, ça s'explique, très bien, et de toute façon, les gens sont très contents quand on leur dit ça, etc. etc. Bon, c'est un débat, c'est une lutte. Alors je continue, si vous voulez, pour sensibiliser, mais j'ai pas du tout. Voilà. Par exemple, au niveau des couples, on a par exemple un problème très intéressant, c'est les couples de maison. Alors, les couples de maison, etc. En n'oubliant pas, comme je disais tout à l'heure, que le principe c'est qu'il y a deux groupes de maisons. Alors quand vous demandez aux gens, par exemple, tout à l'heure, par exemple, il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'est que le bélier et le taureau, je veux bien qu'on essaie à tout prix de distinguer le signe du bélier du signe du taureau, mais ça me paraît tout à fait exorbitant. On est comme dans le printemps, il ne faut quand même pas qu'on exagère. Le printemps, c'est le printemps. Il y a une cohérence, une homogénéité du printemps. C'est pas la peine de découper la dynamique en disant le printemps commence en bélier, puis après taureau. Non, il y a quelque chose de smooth, il y a quelque chose de souple au sein d'une saison, que quand on passe d'une saison à une autre, il y a un changement brutal. Quand il y a un changement brutal, quand on passe la frontière solsticiale, il y a un changement important, oui. Quand on passe la frontière équinoxiale, il y a un changement important, oui, mais là, il n'y a pas de frontière. Entre bélier, il n'y a pas de frontière. Oui, mais justement, ce sont des subdivisions qui sont abusives, qui sont totalement abusives et qui ne sont pas justifiées. Et l'astrologie est finalement, après coup, parce que le problème est inverse. Je sais que Mars est en bélier, je sais que Vénus est en taureau, et à partir du moment, parce que c'est la théorie qui le dit, et à ce moment-là, je vais essayer de trouver des explications pour le justifier. C'est un cercle vicieux. Après, on rentre dans cette logique-là. Qu'est-ce que vous proposez comme mécanisme sur le plan du zodiaque, puisque vous voulez être un peu alors, sur le plan du zodiaque, alors, il y a le mécanisme sur le plan du zodiaque, il y a le mécanisme sur le plan des maisons, il y a le mécanisme sur le plan des planètes. Tout va s'ajuster. Et là, nous sommes en train de préparer la journée de la pédagogie astrologique qui aura lieu le 5 décembre. De toute façon, de cette manière, c'est un peu ça, c'est des réunions préparatoires. Hein. Donc, la réunion pédagogique, c'est justement comment enseigner l'astrologie, comment faire un nouveau manuel d'astrologie, etc. Et donc, votre question rentre dans cette logique du 5 décembre. Alors, effectivement, moi je propose des. Bon, j'en ai parlé pendant toute cette semaine dans 8 villes différentes. La théorie des maisons, par exemple, est une des théories les plus bizarres. Comment se fait-il que les maisons qui sont les maisons. Comment se fait-il que les maisons qui sont les maisons correspondant au monde visible, le monde visible, le monde au-dessus de l'horizon, c'est quelque part en analogie avec le printemps et avec l'été. Bon, donc comment se fait-il que ce soit justement, paradoxalement, les maisons 7 à 12 qui sont au-dessus de l'horizon? Donc qui correspondent quelque part à des polarités automne-hiver, et qui se retrouvent correspondre
aux maisons, aux planètes qui sont visibles au-dessus de l'horizon. Là, voilà encore une incohérence majeure. Et on véhicule ça, et les élèves gobent ça. Hein, ils gobent ça, et en plus, l'ordre des maisons n'est même pas numéroté dans l'ordre de progression des planètes. Oui, bon, alors, donc, voilà, donc c'est un chantier, mais tout d'un coup, quand on commence à tirer, il ne reste plus rien. Les maisons ne tiennent pas debout, les axes ne sont pas là où il faut, etc., etc. Bon, ce sont des éléments très pertinents, Jacques, c'est vrai. Mais comment voulez-vous remettre en question les 12 maisons dans le sens de leur progression, de leur signification et leur correspondance par rapport aux zodiacs? Au contraire, il suffit de numéroter à l'envers. Il suffit de numéroter de 1 à 6 les maisons qui sont au-dessus de l'horizon, et à ce moment-là, vous les mettrez en rapport avec les 6 premiers signes. Oui, moi je suis d'accord. Donc c'est pas un souci, ça. Mais le fait, comme vous dites, de subdiviser les saisons, de façon quand on parle. Ah non, moi je subdivise rien, moi. Voilà. Je ne subdivise pas. Je dis, dans un premier temps, c'est intéressant, vous dites, moi je parle de division, vous parlez de subdivision. Mais avant de subdiviser, il faut diviser. Oui. Alors, on va d'abord diviser les saisons les unes par rapport aux autres, avant de les subdiviser à l'intérieur d'elles-mêmes. Hein, on va d'abord diviser d'après l'axe équinoxial ou solsticiel par l'horizon au milieu du ciel, avant de se demander comment on divise ou subdivise le printemps ou subdivise l'automne. Il faut quand même un tout petit peu de cohérence. Et à ce moment-là, vous êtes lancé dans la subdivision du printemps, alors que c'est pas du tout le problème. Vous avez abordé les cartes, finalement. Mais justement, les cartes, on les respecte. Il n'y a pas les couples, si par exemple le couple Mars-Vénus, par exemple, c'est un couple, il doit relier ou opposer deux planètes qui appartiennent à des champs différents. Et le champ, il ne faut pas l'inventer. Un champ différent, par exemple, c'est l'automne et l'hiver, le haut et le bas. Bon, là, vous opposez Bélier et Taureau qui appartiennent au même champ. C'est là l'hérésie, si vous voulez. L'hérésie, c'est de vouloir opposer des forces opposées en les mettant dans le même système. Vous pourriez par exemple opposer Vénus. Vous pouvez par exemple déposer de manière tout à fait pertinente Mars en Scorpion à Vénus en Taureau, par exemple. Là, ça serait parfaitement cohérent. Oui, non, mais là, Vénus en Taureau, effectivement, Vénus est une planète rapide qui est en rapport avec le printemps. Mars est une planète de l'autre côté de la Terre qui est donc plus particulière et qui est en rapport avec l'automne. J'ai bien compris. Mais l'autre, là, c'est parfaitement. Là, effectivement, là, vous avez un vrai couple. Ce qui voudrait dire que Vénus en Scorpion n'existe pas en opposition avec Mars en Taureau. Essayez de comprendre Vénus en Scorpion n'est pas dans sa carte, effectivement. C'est pour ça que le couple se défend. Mais c'est pour cette raison que ça existe dans ce sens-là. Mais il y a un sens. Vénus en Scorpion est en exil. En exil, oui. On le sait. Oui. Eh ben, c'est normal. C'est pour ça que j'ai pris cette inversion. Vous avez c'est tout à fait normal. Ça, c'est normal. Mais quand même, ce qui n'est pas normal, c'est de dire que le bélier est dominé par Mars et le taureau est dominé par Vénus. C'est ça qui n'est pas normal. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible pour deux raisons. Parce que deux planètes qui appartiennent à deux groupes différents, et je renvoie même aux théories de M. Nicolas sur le RET, deux groupes différents ne peuvent pas dominer la même saison et encore moins la même carte. C'est tout. C'est pas possible. Et en plus, si vous voulez, encore plus bateau, une planète ne peut pas être dominante dans une saison et dominante dans la saison en face. C'est pas possible. À ce moment-là, vous tuez complètement la théorie des couples. Mars ne peut pas être à la fois fort au printemps et fort en automne. Mais c'est ça l'inversion que j'ai. Non. On vient de vous expliquer, monsieur, que c'est parce qu'on a dépassé l'acte de symétrie qu'on a eu ce débordement. N'essayez pas de le justifier, de légitimer. C'est le débordement. Vous reconnaissez, hier on a fait vous reconnaissez tout simplement qu'on a débordé tout. Donc au lieu que Mars reste du côté de l'hiver, il a débordé vers le printemps. Donc c'est pas la peine de chercher à le justifier. Ou alors vous entrez dans une mystique en disant qu'on a eu une révélation qui fait que maintenant c'est comme ça. Bon, voilà, vous verrouillez la discussion. Dans le bélier, vous allez mettre quoi alors? Le principe, c'est quand c'est pas on ne parle pas du bélier, on parle des saisons. Des cartes. Non, mais d'accord. Non, mais on parle des saisons. Non, mais ce qui est valable pour les saisons, ça va pour le bélier. Dans le printemps, on ne met pas de planète lente. Mais c'est vous dit, s'il y a la Vénus, bon, les autres, elles sont lentes, il n'y a que Mars. Eh bien, on ne met pas une planète Mars. Mars, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Comment? Vous allez mettre quoi dans le bélier? Quelle planète vous avez, alors c'est pas difficile, regardez, vous avez 6 signes correspondant au printemps et à l'été. Pour ces 6 signes, vous avez 4 planètes. Soleil, Lune, Mercure, Vénus.
Eh bien, je vais vous répondre très simplement, c'est mathématique. Vous mettez l'axe, le printemps et l'été sont séparés par quoi? Par l'axe solsticial. Bon, donc vous mettez au centre de l'axe solsticial, par exemple, le Soleil et la Lune, puis après vous mettez les deux positions de Mercure, puis les deux positions de Vénus. Et vous avez aussi signe. C'est pas compliqué. Et inverse. Vous mettez le Soleil Comment? dans le Gémeaux. Vous mettez le Soleil dans le Gémeaux et la Lune, par exemple, dans le Cancer. Ouais. Après, vous mettez Mercure de part et d'autre de cet axe-là, et Vénus de part et d'autre de cet axe-là. Quel est Ah, vous l'intérêt, changez tout, quoi. en fait, Je ne change rien, je ne change rien, je rectifie les choses comme elles auraient dû être. Non. Et pourquoi Je suis votre pas d'accord système avec- il serait meilleur? Jacques, je vais Mais vous dire. écoutez, si vous ne comprenez pas, c'est pas Non, ça. ah non, c'est pas une question de Personne ne comprendre. comprend. Jacques, Parce que lui il est cohérent et que l'autre système n'est pas cohérent, madame Aurès. C'est pas compliqué, c'est Ah, facile mais, à comprendre. c'est pas la peine de crier. C'est parce que vous Bon. criez qu'on Alors, puisse vous Bon, entendre. alors d'accord, donc il n'est pas cohérent, d'accord? Mais pourquoi le vôtre il serait plus cohérent? Il est plus satisfaisant à 1000 titres, le mien. Vous qui avez une formation scientifique, vous osez dire que mon système n'est pas plus cohérent que l'ancien système? bah, Vous foutez du monde? il faudrait l'appliquer, Jacques, pour savoir si. Non, laissons de côté l'application, s'il vous plaît, monsieur. Hein, laissons de côté l'application, laissons de côté l'habitude, ne parlons pas d'application, parlons de cohérence. On a le droit d'appliquer pour des choses qui sont déjà cohérentes sur le plan théorique. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, vous avez soulevé, c'est vrai, des contradictions symboliques, des contradictions d'approche sur les axes. Ça, moi, je suis d'accord avec vous. C'est très intelligent de votre part de soulever des choses un peu incongrues, un peu spécifiques. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est prendre un système pour le remplacer par un autre. Vous parliez de la pléthore de possibilités, de choses. Alors, c'est là où on va se dire, on s'en sort plus, Jacques. Vous apportez un nouveau système de lecture alors que vous Il ne s'agit critiquez. pas d'ajouter un autre système, il s'agit de le remplacer, un ancien système. Remplacer dans les- mais pourquoi voulez-vous faire le remplacer? Écoutez, Madame Aurès, votre question est déjà. Ne criez pas parce que ça Votre saoule. question est désolante et désarmante, Ouais, d'accord? c'est vous, Bon, franchement. et bon, c'est tout. Hein. Mais non, mais là, d'accord, alors expliquez-moi pourquoi Vénus il va être dans le bélier alors. D'accord, moi je veux bien, mais donnez-moi une D'abord, premièrement, votre conception du bélier, scientifique, votre alors. conception du bélier, elle est nourrie par le fait que vous êtes convaincu que le bélier est lié à Mars. Bon, bah ça c'est clair. Non, mais c'est ça qui vous bloque. À partir du moment où vous continuez à penser, et tant que vous continuez à penser que Mars est lié au bélier, on ne pourra pas discuter. Bon. Le bélier, je vous signale que dans les traditions, entre parenthèses, médiévales, c'est le mouton, voire même l'agneau. Oui. Alors le bélier, excusez-moi, c'est pas forcément le bélier qui fonce, etc. Bon, vous connaissez la fable du loup et de l'agneau de La Fontaine. On n'a pas vraiment affaire à un animal extrêmement dangereux. Ah bah si, quelle est l'image que vous suggère le bélier, l'animal, hein, Non, mais je dis encore une fois qu'on n'a pas toujours appelé le signe du bélier le bélier. Hein. Dans l'iconographie du calendrier des bergers, non, mais je vous le signale, c'est le mouton. Oui, mais chez les musulmans, on égorge. Non, mais Oui, écoutez, c'est je vrai. connais très bien là où il a Bon, etc. vous auriez pu y penser. Et bien justement, on C'est l'égorge, un symbolique de couteau. et bien Hein. d'accord. Martienne. Non, justement, il est victime en l'occurrence. C'est une victime le bélier ici. C'est pas lui qui égorge. Mais c'est Non, mais justement, vous voyez, c'est exactement l'inverse. Vous mais confondez c'est le loup et l'agneau. ça les polarités. Non, mais justement, les polarités, il faut les Si respecter. j'avais pu terminer mon schéma, c'était pas pour refaire un cours de première année comme vous l'avez dit, c'était pour montrer la logique de l'équilibre. Le monde, c'est jour et nuit, il y a un équilibre. Et dans le zodiaque, qu'est-ce qui est parfait dans ce zodiaque? Je suis tout à fait d'accord pour remettre en question certaines incohérences que vous avez soulevées, très pertinentes, certes, mais il y a une logique, Jacques. Il y a une logique lorsque j'ai commencé à prendre ces exemples, bien sûr, je ne vais pas s'éterniser, mais il y a quand même une logique dans le zodiaque, il y a une logique dans le système solaire, il y a une logique dans le cycle des Le saisons. contraire, à quel moment on a. Mais on va encore à dérailler. À quel moment vous a-t-on dit qu'il n'y avait pas de logique? À quel moment a-t-on dit qu'il n'y avait pas de logique dans les niveaux de saison? Je ne vois même pas de quoi vous parlez. On a l'impression que vous êtes à côté de la plaque. Non, je suis Mais très- on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une logique. Jusque-là, Bon, tout va bien. mais alors pourquoi vous parlez pas de ça dont il s'agit? Alors pourquoi Bon. vous mettez Vénus et pas Mercure alors dans le bélier? Mais on peut faire n'importe quoi à ce moment-là. Mais on peut faire. Attendez, d'abord, premièrement, je vais vous dire une chose très simplement. C'est-à-dire le sujet de notre table ronde. Notre table ronde, elle s'appelle comment? Vous pouvez citer le titre de la table ronde? Peut-être pas oublier pourquoi on est là. La table ronde, c'est quoi? Alors, je vais vous dire. L'astrologue face aux conditionnements sociaux, quelle Voilà. place Bon.
que de mesures accordées aux informations observables Voilà. sans secours, Donc recours au à départ, l'astrologie. notre débat, c'est pas de savoir ceci ou cela. Notre débat, c'est de rétablir une cohérence globale de l'astrologie et de la présentation de l'astrologie. Bon, on peut ensuite pinailler et se poser la question, et moi je suis tout à fait ouvert, de savoir si on met plutôt Mercure. De toute façon, moi j'ai simplement dit une chose, on met comme maître des signes de printemps et d'été les planètes rapides. Bon, si vous vous dites que c'est plutôt telle planète qu'on met dans ça m'est égal. Le débat n'est pas à ce niveau-là, comprenez? Ne mélangeons pas les niveaux de discussion. Pour l'instant, il s'agit de ménager ce qu'on appelle les grands équilibres. On reménage les grands équilibres, et après, on rentre dans le détail des subdivisions, etc. Pour l'instant, le grand équilibre, c'est simplement de dire, il y a telle planète qui doit être dans tel groupe, telle planète qui doit être dans tel groupe. C'est pas le débat de savoir si Mercure est maître du Bélier ou du Taureau. C'est pas la question. Ça, c'est vrai. Un peu de méthode, un peu de... Oui, d'accord. Alors, soyons... Faisons les choses en ordre. Il y a un débat où on peut être d'accord sur les grands principes, et on peut diverger sur les détails. Un argument simple. On peut donner la parole. Mais bien sûr. Alors, Disons que moi j'ai une explication tout à fait rationnelle, mais elle est spirituelle du zodiaque. Oui. Car le point 90, dans toutes les traditions, que ce soit les Égyptiens ou les Mayas, on y met le point nord. Donc on met au sud tout ce qui est céleste. Par imitation des signes, on a mis les maisons dans le même système. c'est ça. On a juxtaposé l'un sur l'autre. Donc il est logique de démarrer par l'ouverture. Ouais. Ce sont les cornes du bélier en égyptien, tout simplement avec l'ouverture, l'ouvrant de route, qu'on a mis en bélier. Que vous mettiez autre chose, c'est pas important. Seulement, il s'avère qu'en Égypte, le bélier il est prédominant parce qu'on en a fait le créateur. Sur le bélier, le débat, c'est le rapport entre la Mars et le bélier. C'est pas le bélier. On n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit de mettre le bélier à cet endroit-là. Non, vous avez parlé que, effectivement, sur les cartes de saison, ce n'est pas normal. Je reprends ce que vous avez dit et j'essaye de comprendre jusqu'au bout votre argument. On ne peut pas mettre dans une saison une juxtaposition de Vénus et de Mars, il y a une incohérence pour vous. Si j'essaie de Mais on résumer. peut en faire des polarités, on a le droit de faire des polarités. Mais pour qu'il y ait polarité, il faut justement que ça appartienne à des champs différents. C'est au même La règle titre de est se poser la... Non, mais là, je suis d'accord avec vous jusqu'à présent. Oui.